Clive Staple Lewis, L'abolition de l'homme, 1943. Chapitre 1er. Homme sans substance ou sans cœur. Alors il donna l'ordre de tuer tous les petits-enfants. Christmas Carol. On n'accorde pas assez d'importance, à mon avis, aux manuels scolaires. C'est pourquoi j'ai choisi l'un d'eux comme point de départ de ces réflexions. Je ne crois pas plus que ces auteurs, ils sont deux, aient de mauvaises intentions. Et de plus, ils ont eu la courtoisie de m'en faire envoyer un exemplaire. Et pourtant, il m'est impossible de leur adresser le moindre éloge. Me voilà dans l'embarras. Je ne veux pas mettre au pilori deux modestes enseignants qui ont sans doute fait de leur mieux. Mais la tendance réelle de leurs livres est telle que je ne puis garder le silence. Je me propose donc de cacher leurs noms et de les appeler Gaius et Titius. Leur manuel sera le livre vert, mais il s'agit bien d'un livre qui n'a rien d'imaginaire. Dans leur deuxième chapitre, Gaius et Titius citent l'histoire bien connue de Coleridge et de la chute d'eau. Il y avait là, on se le rappelle, deux promeneurs. L'un d'eux jugeait la chute d'eau sublime, l'autre la trouvait jolie, et Coleridge d'approuver intérieurement le premier jugement et de se révolter contre le second. Voici comment Gaius et Titius nomment cet épisode. Celui qui dit « c'est sublime » a l'air de parler de ce qu'il voit. Il n'en est rien. Il parle en réalité de l'émotion qu'il ressent. Ce qu'il veut vraiment dire, c'est « j'éprouve une émotion associée dans mon esprit avec le mot sublime ». Voilà bien des questions difficiles résolues d'une manière plutôt sommaire. Mais les auteurs n'en restent pas là. Ils ajoutent en effet « cette confusion est sans cesse présente dans notre manière de parler. Nous avons l'air de dire quelque chose, et quelque chose d'important, de tel aspect de la réalité, alors que nous ne parlons en fait que de ce que nous ressentons. » Avant d'examiner les questions que soulève ce paragraphe court mais capital, destiné, on s'en souvient, à former des élèves, il faut d'abord dissiper une confusion commise par les auteurs. Même de leur point de vue, de n'importe quel point de vue imaginable d'ailleurs, ce qui est dit, c'est sublime, ne peut vouloir dire ce que je ressens est sublime. En admettant même que des qualités comme la sublimité soient purement et simplement projetées sur les choses par nos propres émotions, il reste que les émotions qui poussent à cette projection sont corrélatives aux qualités projetées, et qu'elles en sont donc pratiquement l'opposé. Les sentiments qui font appeler un objet sublime ne sont pas des sentiments sublimes, mais des sentiments de vénération. S'il faut absolument réduire « ceci est sublime » à une déclaration des sentiments du locuteur, la bonne traduction serait alors « j'ai des sentiments d'humilité ». Si l'on appliquait systématiquement le principe de Gaius et Titius, on arriverait à des absurdités évidentes. Ainsi, il faudrait soutenir que « vous êtes méprisable » veut dire « j'ai des sentiments méprisables ». Et en fait que vos sentiments sont méprisables signifie « mes sentiments le sont ». Mais il n'est pas nécessaire de s'attarder sur ce qui est vraiment le pont aux ânes de notre sujet. Il serait injuste vis-à-vis de nos auteurs d'insister sur ce qui est sans doute pure inadvertance de leur part. L'élève qui lit ce passage du livre vert est amené à donner son assentiment à deux propositions. D'abord que toutes les phrases qui contiennent un jugement de valeur concernent l'état affectif de celui qui les énonce. Ensuite que de tels jugements n'ont aucune importance. Certes, Gaius et Titius n'ont rien dit de pareil explicitement. Ils n'ont traité qu'un seul terme désignant une valeur, sublime, comme décrivant les émotions de celui qui l'emploie. On laisse aux élèves le soin de traiter de la même façon tous les termes du même genre, et on ne fait rien pour empêcher pareille généralisation. Les auteurs peuvent ou non la juger souhaitable. Ils peuvent même n'avoir jamais pensé sérieusement à la question. Fût-ce 5 minutes. Ce ne sont pas leurs intentions qui m'intéressent, mais l'effet que leur livre ne peut pas ne pas avoir sur l'esprit de ses lecteurs. De la même façon, ils n'ont pas dit que les jugements de valeur sont sans importance. Selon eux, nous n'avons pas l'air de dire quelque chose et quelque chose d'important, et nous parlons seulement de ce que nous ressentons. Aucun élève ne pourra résister à ce qui lui est suggéré par ce seulement. Je ne veux pas dire, bien sûr, qu'il va tirer consciemment de ce qu'il lit une théorie philosophique générale selon laquelle toutes les valeurs seraient subjectives et insignifiantes. Si Gaius et Titius peuvent avoir une influence, c'est qu'ils ont affaire à un enfant. Un enfant qui croit faire son travail scolaire et n'a pas la moindre idée qu'éthique, théologie et politique sont en jeu. Ce n'est pas une théorie qu'on lui met dans l'esprit, mais un postulat. Et dans 10 ans, ce postulat conditionnera un adulte, qui aura oublié son origine et ne s'apercevra pas de sa présence. À prendre tel parti dans une controverse qui ne sera même pas reconnue comme telle. Les auteurs eux-mêmes, je le soupçonne, n'ont pas idée de l'effet qu'ils ont sur leur jeune lecteur. Et ce dernier l'ignore encore davantage, évidemment. Avant de discuter les fondements philosophiques de la position de Gaius et Titius sur le problème de la valeur, je voudrais montrer ce qu'elles donnent en ce qui concerne leur manière d'enseigner. Dans leur 4e chapitre, par exemple, ils étudient la bêtise d'un certain type de brochure publicitaire et entreprennent d'immuniser leurs lecteurs contre ce genre de littérature. La brochure qu'ils citent recommande une croisière et dit que ceux qui s'y inscriront traverseront l'océan occidental qui vit naviguer Drake.
courront des aventures à la recherche des trésors des îles, et rapporteront eux aussi un trésor d'heures dorées et de couleurs éclatantes. Le style est déplorable sans doute. Il y a une exploitation mercenaire et ridicule de ces émotions de respect admiratif et de plaisir que l'on éprouve en visitant les lieux associés de manière saisissante avec l'histoire ou la légende. Mais si Gaius et Titius se donnaient la peine de faire leur métier et enseignaient vraiment l'art d'écrire comme ils le promettent, ils devraient alors comparer cette brochure à des passages tirés de grands écrivains, où la même émotion est exprimée avec bonheur. Ils devraient ensuite montrer en quoi consiste la différence. Ils auraient ainsi pu citer le fameux passage du voyage aux îles occidentales de Johnson, dont voici la fin. C'est un sort peu enviable que de ne pas voir son patriotisme devenir plus fort sur la plaine de Marathon, ou sa piété plus vive parmi les ruines d'Iona. Ils auraient pu choisir ce passage du prélude où Wordsworth décrit la manière dont l'Antiquité de Londres lui apparut pour la première fois avec tout son poids et toute sa puissance. Puissance croissant sous le poids. Rapprocher de tels textes de la brochure publicitaire, se servir de ce rapprochement pour arriver à distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais dans ce domaine, voilà un enseignement qui en aurait valu vraiment la peine. Il y aurait eu sang et sève. Les arbres de la science et de la vie croissent ensemble. Il aurait ainsi eu le mérite d'être un enseignement littéraire. Mais c'est là un domaine qu'évitent soigneusement nos deux auteurs, en dépit des prétentions qu'ils affichent. Tout ce qu'ils font, c'est faire remarquer que le bateau de luxe ne suivra pas réellement les traces de Drake, que les touristes ne connaîtront aucune aventure, que les trésors qu'ils rapporteront chez eux seront de nature purement métaphorique, et qu'une plage quelconque ferait aussi bien l'affaire pour ce qui est du repos et du plaisir. Sans aucun doute, et on n'a pas besoin d'un talent particulier pour s'en apercevoir. Mais ce que Gaius et Titius ne voient pas, ou ce dont ils ne se soucient pas, c'est qu'on pourrait traiter exactement de la même manière les plus beaux textes qui expriment la même émotion. Après tout, qu'est-ce que l'histoire des débuts du christianisme dans les îles britanniques peut bien ajouter, d'un point de vue purement rationnel, au motif de piété d'un Anglais du XVIIIe siècle? Et pourquoi l'auberge de Wordsworth serait-elle plus confortable et l'air de Londres plus salubre parce que cette ville a un long passé? S'il y a vraiment une raison qui interdit de démystifier Johnson ou Wordsworth, ou Lamb, ou Vigil, ou Thomas Brown, ou Walter de la Mare, comme le livre vert démystifie la brochure publicitaire, Gaius et Titius ne donnent à leurs jeunes lecteurs aucun moyen de le savoir. Ceux-ci n'apprennent en effet strictement rien de littéraire dans ce passage. Ils apprennent par contre, assez vite, et peut-être de manière ineffaçable, à croire que les émotions éprouvées en un lieu donné à cause de souvenirs qui y sont associés sont contraires à la raison et dignes de mépris. Ils ne peuvent en tirer aucune idée qu'il y a deux manières d'être insensible à ce genre de publicité, qu'elle est sans effet aussi bien sur ceux qui sont au-dessus que sur ceux qui sont en dessous du niveau où elle se place. Elle ne peut rien ni sur ceux qui ont une vraie sensibilité, ni sur ceux, et ce sont à peine des hommes, pour qui l'océan ne sera jamais qu'une immense quantité d'eau salée. Il y a deux sortes d'hommes qui peuvent lire impunément dans leur journal des propos tendancieux sur l'honneur et l'amour de la patrie. Les lâches et les hommes d'honneur. On n'est pas amené à voir les choses ainsi dans le manuel dont nous parlons. On se voit encouragé au contraire à rejeter l'attrait menteur de l'océan occidental pour une raison très dangereuse. On suggère en effet au lecteur qu'en agissant ainsi, il montrera qu'on ne la lui fait pas. Et ce n'est pas à lui qu'on soutirera son argent sous des prétextes chimériques. Gaius et Titius n'apprennent rien à leur élève, mais ils privent son âme, bien avant qu'il ait l'âge de choisir, de la possibilité même de certaines expériences que des penseurs d'une plus grande autorité qu'eux ont jugées nobles, fructueuses et propres à rendre plus humains. Mais Gaius et Titius ne sont pas les seuls de leur espèce. Dans un autre manuel, dont j'appellerai l'auteur Orbilius, je constate que la même opération se poursuit, sous le même anesthésique. Orbilius choisit pour cela un texte assaigné où il est question de chevaux. Ces animaux y sont loués d'avoir été les serviteurs empressés des premiers colons de l'Australie. Et le voilà tombé dans le même piège que Gaius et Titius. Il n'a pas un mot pour Ruksh ou Sleipnir, pour les larmes des chevaux d'Achille ou pour le coursier du livre de Job. Il ne pense même pas à Renard et Isengrin, ou à cette piété antérieure à l'histoire pour notre frère le bœuf. Il ignore tout ce que ce traitement semi-anthropomorphique des animaux a signifié dans l'histoire des hommes et toutes les œuvres où il a trouvé une expression, qu'elle soit noble ou plaisante. Il ne parle même pas des problèmes de psychologie animale tels que les spécialistes les étudient aujourd'hui. Il se contente d'expliquer que les chevaux ne s'intéressent pas, si on prend les mots à la lettre, à l'expansion coloniale. Cette information est vraiment la seule chose qu'on peut tirer de lui. Ses élèves n'apprennent ni pourquoi le texte qu'ils ont sous les yeux est mauvais, ni pourquoi d'autres textes, auxquels on pourrait faire la même objection, sont bons. Ils apprennent encore moins qu'il existe deux sortes d'hommes qui ne risquent rien à lire ce genre de prose. Ceux qui connaissent vraiment les chevaux et qui les aiment vraiment, sans illusion anthropomorphique, mais d'un amour juste.
et les incurables imbéciles, typiques de la civilisation urbaine, pour qui le cheval n'est qu'un moyen de transport suranné. Ces élèves d'Orbilius auront perdu quelque chose de leur plaisir à vivre avec leur poney ou leur chien. Ils auront fait quelques pas sur la route de la cruauté et de la négligence. Ils auront découvert le plaisir de se croire plus malins que les autres. C'est là leur leçon du jour, alors qu'ils n'ont rien appris de ce qu'ils auraient dû apprendre. On leur a enlevé sans crier gare encore un peu de l'héritage humain, avant même qu'ils aient l'âge de comprendre ce qui leur arrivait. J'ai postulé jusqu'ici que Gaius et Titius ne savent pas vraiment ce qu'ils font, et n'ont pas pour objectif les conséquences de grande portée que leur enseignement aura en fait. Mais on peut supposer le contraire. Quand j'ai parlé d'être à peine humain ou d'imbécile urbain, je supposais Gaius et Titius d'accord avec moi sur un certain système de valeurs traditionnelles. Mais c'est peut-être justement cette sorte d'homme qu'ils appellent de leur vœu. Le désaccord entre nous peut aller jusqu'au fond des choses. Ils pensent peut-être vraiment que les émotions ordinaires des hommes au sujet du passé ou des animaux ou des cataractes sont contraires à la raison et dignes de mépris, et donc bonnes à détruire. Ils veulent peut-être faire table rase des valeurs traditionnelles et en instaurer de nouvelles. Ce point de vue sera discuté tout à l'heure. Si c'est celui de Gaius et Titius, je ferai simplement remarquer pour l'instant que c'est un point de vue philosophique et non littéraire. Sa présence dans leur manuel est une tromperie sur la marchandise. Les parents ou les chefs d'établissement se voient offrir l'œuvre de philosophes amateurs alors qu'ils croient se procurer celle de grammairiens de profession. On serait sans doute mécontent de voir un enfant revenir de chez le dentiste les dents non soignées, mais la tête pleine des opinions personnelles du dentiste sur le bimétallisme ou l'identité réelle de Shakespeare. Mais je ne crois pas que Gaius et Titius aient expressément voulu répandre leur philosophie à la faveur de leur enseignement des lettres. Je pense qu'ils s'y sont laissés aller par un glissement insensible, pour les raisons que voici. En premier lieu, la critique littéraire est un art difficile, et ce qu'ils font est beaucoup plus facile. Expliquer pourquoi une certaine façon de parler d'une émotion humaine fondamentale et de la mauvaise littérature n'est pas vraiment chose aisée, si on se refuse à critiquer l'émotion elle-même, ce qui reviendrait à supprimer le problème. A. Richards lui-même, le premier à avoir sérieusement essayé de définir ce qui est mauvais dans l'ordre littéraire, n'a pas réussi dans sa tentative, à mon sens. Dénier toute valeur à l'émotion au nom d'un rationalisme banal est par contre à la portée de tout un chacun. En deuxième lieu, Gaius et Titius n'ont sans doute pas compris, en toute bonne foi, ce qu'il y a de plus urgent à faire aujourd'hui dans le domaine de l'éducation. Ils voient le monde où ils vivent soumis à une propagande qui fait appel à l'affectivité. Ils partagent l'opinion traditionnelle que la jeunesse est sentimentale. Et ils en concluent qu'ils n'ont rien de mieux à faire que d'armer l'esprit des jeunes gens contre l'émotion. Mon expérience de professeur me dit tout le contraire. Pour un étudiant qui a besoin d'être défendu contre cette faiblesse qu'est un excès de sensibilité, il y en a 3 ou 4 qui ont besoin d'être éveillés du sommeil d'une vulgarité que tout laisse froid. La tâche de l'éducateur moderne n'est pas de défricher des jungles, mais d'irriguer des déserts. D'ailleurs, on ne peut protéger contre les sentiments faux qu'en formant à des sentiments justes. Priver de nourriture la sensibilité de nos élèves, c'est les livrer sans défense à n'importe quelle propagande. Car il faut bien que la nature affamée se venge. Et la dureté du cœur n'a jamais été une garantie infaillible contre la faiblesse de l'esprit. Mais il y a une troisième raison, plus profonde, qui explique la démarche de Gaius et Titius. Ils sont peut-être tout prêts à admettre qu'une bonne éducation devrait développer certains sentiments et en détruire d'autres, et même à s'y employer. Mais il leur est impossible de réussir. Ils auront beau faire. C'est l'aspect destructeur de leur travail et lui seul qui aura de l'effet. Pour bien saisir cette nécessité, il faut que je m'arrête un moment pour montrer qu'en tant qu'éducateur, Gaius et Titius sont dans une situation bien plus difficile que tous leurs prédécesseurs. Jusqu'à une époque encore récente, on croyait généralement, que l'on enseignât ou non, que l'univers était ainsi fait que certaines réactions affectives pouvaient être en accord ou non avec lui. On pensait que les choses ne faisaient pas simplement l'objet de notre approbation ou de notre désapprobation, de notre respect ou de notre mépris, mais qu'elles pouvaient en être dignes. Si Coleridge était d'accord avec le promeneur qui trouvait la cataracte sublime et non avec celui qui la trouvait jolie, c'était bien qu'il croyait que la nature inanimée était telle qu'on pouvait avoir à son regard des réactions plus ou moins justes, ou ordonnées, ou appropriées. Et il croyait à juste titre que les promeneurs étaient du même avis. L'homme qui trouvait la cataracte sublime ne voulait pas simplement décrire ses propres émotions devant elle. Il prétendait aussi qu'elle était digne de les susciter. Il n'y aurait pas de sens autrement à parler d'accord ou de désaccord. Il serait absurde de ne pas être d'accord avec les mots « c'est joli » s'il ne désignait que les sentiments d'une promeneuse. Si elle avait dit « je me sens mal », on ne voit pas Coleridge répondre « pas du tout, je me sens très bien ». Quand Shelley compare la sensibilité humaine à une harpe éolienne, avec cette différence, dit-il, qu'elle a une capacité d'adaptation interne qui lui permet d'ajuster ses cordes au mouvement de ce qui les fait vibrer. Cela suppose la même croyance.
Pouvez-vous être vertueuse demande Traherne, si vous ne donnez pas aux choses l'estime qu'il aurait dû. Toutes choses ont été créées pour être à vous, et vous avez été créés pour en faire cas selon leur valeur. Saint Augustin définit la vertu comme ordo amoris, cet état bien ordonné des affections selon lesquelles toute chose reçoit la sorte et le degré d'amour qui lui convient. Aristote dit que la fin de l'éducation est d'apprendre aux disciples à trouver ses plaisirs et ses peines là où il convient. Quand viendra l'âge de la prise de conscience, celui qui aura ainsi été formé aux affections ordonnées et aux sentiments justes découvrira aisément les principes premiers de l'éthique. Mais ils seront invisibles à l'homme corrompu, incapable de progrès en ce domaine. Platon, avant lui, avait dit la même chose. Le petit animal humain ne peut avoir du premier coup des réactions justes. Il doit être entraîné à ressentir plaisir, attrait, répugnance et haine devant ce qui est vraiment plaisant, attirant, répugnant et haïssable. Dans la République, le jeune homme bien élevé est celui qui sent très vivement la négligence et la laideur dans les ouvrages de l'art et dans ceux de la nature, qui avec un juste dégoût blâme le laid, le hait dès l'enfance, tout en louant la beauté avec joie, en l'accueillant dans son âme et en faisant sa nourriture, pour devenir ainsi un homme au cœur bien fait. Tout cela avant qu'il soit d'âge à user de sa raison. Si bien que lorsque la raison vient, il l'embrasse et la reconnaît à cause de sa parenté avec elle. Dans l'hindouisme ancien, la conduite qu'on peut appeler bonne consiste à se conformer et presque à participer au rta, ce complexe édifice des rites, nature et surnature mêlées, qui se révèle à la fois dans l'ordre cosmique, les vertus morales et le cérémonial du temple. La justice, la bienséance, l'ordre, le rta enfin, est constamment identifié à la satya ou vérité, correspondance avec la réalité. Platon disait que le bien est au-delà de l'existence, et Wordsworth que c'est la vertu qui fait la force des étoiles. De même, les maîtres indiens disent que les dieux eux-mêmes sont nés du rta et lui obéissent. Les Chinois aussi parlent d'une grande chose, la plus grande de toutes, appelée le Tao. C'est la réalité au-delà de tous les attributs, l'abîme antérieur au Créateur lui-même. C'est la nature, la voie, le chemin. C'est la voie sur laquelle l'univers progresse, la voie par laquelle, dans le silence et la tranquillité, les choses naissent sans cesse à l'espace et au temps. C'est aussi la voie que tout homme doit suivre pour imiter cette progression cosmique et supracosmique, en conformant toutes ses activités à ce grand modèle. Dans la pratique des rites, dit Confucius, ce qui compte, c'est l'harmonie avec la nature. Les Hébreux louaient de même la loi en disant qu'elle est vraie. Pour être bref, je donnerai désormais le nom de Tao à cette conception des choses, où qu'on la rencontre. Certains des exemples que j'en ai donnés paraîtront peut-être bizarres, ou même proches de la magie. Mais comment ne pas tenir compte de ce qu'ils ont tous en commun ? Car c'est le principe même de l'objectivité des valeurs, et l'idée que certaines attitudes sont réellement conformes à la réalité de ce qu'est l'univers et de ce que nous sommes, tandis que d'autres ne le sont pas. Du point de vue du Tao, juger les enfants charmants ou les vieillards vénérables, ce n'est pas seulement prendre acte du fait psychologique de nos émotions parentales ou filiales du moment, c'est reconnaître une qualité qui a droit à cette reconnaissance, quelle que soit notre état psychologique. Personnellement, je ne me plais guère dans la société des jeunes enfants, mais parce que je parle du point de vue du Tao, je reconnais que c'est là quelque chose qui me manque. Tout comme on peut avoir à reconnaître qu'on n'a pas d'oreilles ou qu'on ne discerne pas certaines couleurs. Et c'est parce qu'approuver ou désapprouver consiste ainsi à reconnaître une valeur objective, à répondre à un ordre objectif des choses que les états affectifs peuvent être en accord avec la raison, lorsqu'on se sent attiré par ce qui doit être approuvé, ou en désaccord avec elle, lorsqu'on se sent incapable d'aimer ce qu'on juge digne d'amour. Nulle émotion n'est en elle-même un jugement. En ce sens, toutes les émotions, tous les sentiments sont étrangers à la logique. Mais ils peuvent être raisonnables ou déraisonnables dans la mesure où ils se conforment ou non à la raison. Le cœur ne peut jamais prendre la place de la tête, mais il peut et doit lui obéir. Le monde du livre vert se trouve en opposition totale avec tout ce que je viens de décrire. La possibilité même qu'un sentiment soit raisonnable ou même déraisonnable y a été exclue dès le départ. Elle n'a pas de sens. Elle n'a de sens, en effet, que si le sentiment peut se conformer à autre chose que lui-même. Dire que la cataracte est sublime, c'est dire que notre sentiment d'humilité est adéquat à la réalité, qu'il est dans l'ordre des choses. C'est donc parler d'autre chose que de ce que nous ressentons. Quand on dit qu'un soulier va bien, on ne parle pas seulement de soulier, mais de pied. Mais c'est cette référence à un au-delà de l'émotion que Gaius et Titius excluent de toute proposition contenant un prédicat de valeur. De tels énoncés, selon eux, se réfèrent uniquement à l'émotion éprouvée. Or, l'émotion considérée en elle-même ne peut être ni en accord ni en désaccord avec la raison. Elle est irrationnelle, non à la manière d'un paralogisme, mais à celle d'un fait matériel. Elle n'accède pas même à la dignité d'erreur. De ce point de vue,
On a face à face le monde des faits, sans la moindre trace de valeur, et le monde des sentiments, sans la moindre trace de vérité ou d'erreur, de justice ou d'injustice, et aucun rapprochement n'est possible. La manière dont on conçoit l'éducation varie donc du tout au tout selon la manière dont on se situe vis-à-vis du Tao. Pour ceux qui sont à l'intérieur, l'éducation consiste à favoriser la naissance de ces réactions au monde qui sont justes en elles-mêmes, indépendamment du fait qu'on les éprouve ou non. Ces réactions dont la possibilité définit l'humanité même. Ceux qui sont étrangers au Tao doivent par contre, s'ils sont logiques, regarder tous les sentiments comme également irrationnels, comme des sortes de buées qui nous cachent la réalité. En conséquence, le but de l'éducation doit être pour eux soit de détruire autant que possible tout sentiment, soit d'encourager certains sentiments pour des raisons qui n'ont rien à voir avec leur justesse intrinsèque ou leur caractère ordonné. Dans ce dernier cas, les voilà engagés dans l'opération contestable qui consiste à créer chez les autres, par suggestion ou incantation, un mirage que leur propre raison a réussi à dissiper chez eux. Peut-être cela deviendra-t-il plus clair si nous prenons un exemple concret. Quand un Romain disait à son fils qu'il est doux et beau de mourir pour la patrie, il croyait ce qu'il disait. Il transmettait à son fils une émotion qu'il partageait lui-même et qu'il jugeait en accord avec la valeur qu'il apercevait dans une noble mort. Il donnait à son fils le meilleur de ce qu'il avait, donnant de son esprit pour le faire accéder à l'humanité comme il avait donné de son corps pour l'engendrer. Mais Gaius et Titius ne sont pas du tout d'avis qu'en appelant une telle chose douce et belle, on dise quelque chose et quelque chose d'important, de tel aspect de la réalité. Leur propre méthode de démystification les en empêcherait si jamais ils s'y essayaient, car la mort n'a rien d'incomestible, et ne peut donc être appelée douce, dulce, au sens littéral, et il est peu probable que les sensations réelles qui la précèdent puissent être appelées douces, même par analogie. Quant au mot belle, decorum, ce n'est qu'un mot justement pour désigner ce que d'autres ressentiront devant notre mort quand ils voudront bien y penser, c'est-à-dire pas souvent, et de toute façon nous en serons bien avancés. Il n'y a donc bien que deux voies ouvertes à Gaius et Titius, ou bien ils doivent aller jusqu'au bout et montrer l'absurdité de ce sentiment comme de tous les autres, ou bien il faut qu'ils trouvent un moyen de produire chez leur élève un sentiment qu'ils croient être sans valeur pour lui, et qui de plus peut lui coûter la vie, et tout cela parce qu'il nous est utile, à nous autres survivants, que notre jeunesse l'éprouve. S'ils choisissent cette seconde voie, il y aura une différence de taille entre l'ancienne et la nouvelle éducation. L'ancienne initiée, la nouvelle conditionne. L'ancienne traitait ses élèves comme les oiseaux traitent leurs jeunes quand ils leur apprennent à voler. La nouvelle les traite plutôt comme un éleveur traite ses volailles, les orientant dans telle et telle voie pour des raisons dont elle ignore tout. En un mot, l'ancienne éducation était une sorte de propagation, des hommes transmettant l'humanité à des hommes, la nouvelle n'est que propagande. Il faut mettre au crédit de Gaius et Titius qu'ils choisissent la première voie. Ils abominent la propagande. Non que leur philosophie leur donne une raison de la condamner, elle ou quoi que ce soit d'autre, mais parce qu'ils valent mieux que leurs principes. Ils ont sans doute la vague notion, ce sera l'objet du prochain chapitre, qu'on pourrait trouver des justifications suffisantes, en cas de nécessité, pour le courage, la bonne foi ou la justice, en faisant appel à des raisons rationnelles ou biologiques ou modernes. En attendant, ils se désintéressent de la question et démystifient à tour de bras. Prendre ce parti est sans doute moins indigne que de choisir le cynisme de la propagande, mais ce n'est pas moins désastreux. Supposons un instant qu'on puisse vraiment justifier théoriquement les vertus les plus difficiles sans faire appel à la notion d'objectivité des valeurs. Il reste vrai cependant qu'aucune justification de la vertu ne rend capable d'être vertueux. Sans l'aide d'une sensibilité bien formée, l'intellect est impuissant contre ce qui est réaction de l'animal en nous. J'aimerais mieux jouer aux cartes avec un homme fort, sceptique moralement, mais élevé dans l'idée qu'un gentilhomme ne triche pas, qu'avec un homme à la philosophie morale irréprochable, mais élevé dans un milieu de tricheurs. À la guerre, ce ne sont pas des syllogismes qui feront rester à leur poste, après 3 heures de bombardement, des nerfs et des muscles qui n'en peuvent plus. Gaius et Titius n'aimeraient pas ça, mais la sentimentalité la plus grossière à propos d'un drapeau, d'un pays, d'un régiment sera beaucoup plus efficace. Platon l'a dit il y a longtemps. Comme le roi gouverne à l'aide de ses ministres, la raison dans l'homme doit gouverner les appétits à l'aide de l'élément fougueux. La tête gouverne le ventre par l'intermédiaire du cœur. Le siège, selon Alain Delille, de la magnanimité. Des émotions organisées par l'habitus en sentiments stables. Le cœur, la magnanimité, le sentiment, ce sont les indispensables officiers de liaison entre l'homme cérébral et l'homme viscéral. On peut même dire que c'est cet élément médiateur qui fait de l'homme un homme, car par l'intellect il est pur esprit et par les appétits pur animal. L'effet du livre vert et de tous les manuels de son espèce est de produire ce qu'on peut appeler des hommes sans cœur en ce sens ou sans substance. C'est un scandale de les voir communément appelés intellectuels, car ils en profitent pour dire qu'en les attaquant on attaque l'intelligence. Il n'en est rien,
car il ne se distingue ni par un talent particulier pour trouver la vérité, ni par un zèle ardent pour la chercher. Le contraire serait étrange. On ne peut se consacrer avec persévérance à la recherche de la vérité, garder un sens délicat de l'honneur intellectuel sans l'aide d'un sentiment dont Gaius et Titius pourraient montrer l'absurdité, aussi aisément que celle de tout autre. En fait, leur manque d'instinctive n'est pas de penser à l'excès, mais de manquer de sensibilité. En prenant ce mot dans toute sa plénitude, ils n'ont pas la tête plus grosse que les autres, et seule l'atrophie de tout ce qui est cœur la fait paraître telle par contraste. Et pendant ce temps-là, c'est le côté tragicomique de notre situation. Nous réclamons à corps et à cri les qualités mêmes que nous rendons impossibles. On ne peut guère lire la presse sans tomber sur des déclarations selon lesquelles ce dont notre civilisation a besoin, c'est de plus d'énergie ou de dynamisme, ou d'esprit de sacrifice, ou de créativité. Avec une sorte de naïveté effrayante, nous enlevons l'organe et nous exigeons la fonction. Nous faisons des hommes sans cœur, et nous attendons d'eux vertu et hardiesse. Nous tournons l'honneur en dérision, et nous sommes scandalisés de trouver des traîtres parmi nous. Nous châtrons, et nous exigeons des eunuques qu'ils soient féconds. Chapitre 2. La voix. L'homme de bien œuvre à la racine. Confucius. Une éducation dans l'esprit du livre vert ne peut aboutir qu'à la destruction de la société qui l'adopte. Mais cela n'est pas suffisant pour réfuter la théorie de la subjectivité des valeurs. La vérité pourrait être telle que l'admettre ce soit mourir. Ce ne serait pas une raison pour la rejeter. Si on se situe à l'intérieur du Tao, qu'on ait la lumière, même si on doit en mourir. Mais on n'en est pas là. Il y a des difficultés théoriques dans la philosophie de Gaius et Titius. Ceux-ci peuvent bien professer le subjectivisme à l'égard de certaines valeurs traditionnelles, mais ils ont montré, par le fait même d'écrire le livre vert, qu'il doit y avoir d'autres valeurs à l'égard desquelles ils n'entretiennent aucun subjectivisme. Ils écrivent pour provoquer un certain état d'esprit dans la génération montante. Ce n'est pas qu'ils croient cet état d'esprit intrinsèquement juste et bon, mais c'est qu'ils le jugent utile pour faire advenir un état de la société qu'ils considèrent comme désirable. Il ne serait pas difficile de rapprocher différents passages de leur livre pour montrer en quoi consiste leur idéal, mais ce n'est pas la peine. Le point important n'est pas la nature précise de leur fin, mais le fait même qu'ils en aient une. Ils ne peuvent pas ne pas en avoir, ou leur livre, qui se veut pratique avant tout, a été écrit en pure perte. Il faut bien que cette fin ait une valeur réelle à leurs yeux. S'abstenir de l'appeler bonne et user de termes comme nécessaire ou progressiste ou efficace ne serait qu'un subterfuge. Si on discutait avec eux, on pourrait les obliger à répondre aux questions. Nécessaire à quoi? Progressant vers quoi? Ayant quel effet? En fin de compte, il leur faudrait admettre qu'un certain état des choses est à leurs yeux bon en lui-même. Et cette fois, ils ne pourraient soutenir que le mot bon ne désigne pas leur réaction affective. Car tout le but de leur livre est de si bien conditionner le jeune lecteur qu'il en vienne à partager leur point de vue, et ce serait une entreprise ou stupide ou scélérate s'il ne croyait pas d'une certaine façon à la valeur et à la justesse de ce point de vue. En fait, Gaius et Titius adhèrent tout simplement avec dogmatisme dépourvu de tout esprit critique à tout le système de valeurs en vogue entre les deux guerres chez les membres modérément cultivés des professions libérales et intellectuelles. Leur scepticisme à l'égard des valeurs est superficiel. Il concerne les valeurs des autres, car pour ce qui est des valeurs admises dans leur propre milieu, ils sont loin d'être suffisamment sceptiques. C'est d'ailleurs un phénomène très courant. Un grand nombre de ceux qui refusent tout crédit aux valeurs traditionnelles ou sentimentales comme ils disent, tiennent obscurément à des valeurs qu'ils croient inaccessibles à toute critique. C'est pour faire apparaître des valeurs vraies ou fondamentales selon eux qu'ils veulent détruire tout ce développement parasite d'émotions, de sanctions religieuses, de tabous ancestraux qui les cachent. Que se passe-t-il si on se lance sérieusement dans cette entreprise? Reprenons pour mieux le voir notre exemple de tout à l'heure, celui de la mort pour une juste cause. Non, bien sûr que la vertu soit la seule valeur ni le martyre la seule vertu, mais c'est parce que c'est l'expérience cruciale qui éclaire le mieux la nature des différents systèmes de pensée. Supposons qu'un partisan du renouvellement des valeurs regarde Dulce et Decorum et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, comme des sentiments purement irrationnels dont il faut se débarrasser pour arriver au fondement réaliste ou essentiel de la valeur que ces sentiments expriment. Où va-t-il trouver le fondement en question? Il pourrait dire d'abord que la vraie valeur d'un tel sacrifice vient de ce qui est utile à la collectivité. Le bien voudrait donc dire, selon lui, ce qui sert la collectivité. Mais la mort de la collectivité tout entière ne peut évidemment lui être utile. Il peut donc s'agir que de la mort de certains de ses membres. C'est dire en fait que la mort de certains est utile à d'autres, ce qui est indubitable. Mais au nom de quel principe les uns sont-ils invités à mourir pour le bien des autres? Tout appel à la fierté, à l'honneur, à la honte, à l'amour est exclu par hypothèse. Ce serait revenir au sentiment. Le novateur a donc pour tâche,
après avoir balayé tout cela, d'expliquer aux uns, en termes de pur raisonnement, qu'il serait bien avisé de mourir pour les autres. Il dira peut-être: si certains d'entre nous ne hasardent pas leur vie, nous sommes sûrs de tous la perdre. Mais cela ne sera vrai que dans un petit nombre de cas. Et même quand c'est vrai, comment ne pas rétorquer fort raisonnablement: pourquoi est-ce à moi de hasarder la mienne? Ici, le novateur peut demander pourquoi l'égoïsme serait plus rationnel ou plus intelligent que l'altruisme. C'est une bonne question. Si on entend par raison la méthode employée par Gaius et Titius dans leurs tâches critiques, c'est-à-dire le fait de lier déductivement des positions tirées en dernière analyse des données sensibles, alors il faut répondre que refuser de se sacrifier n'est pas plus rationnel que d'y consentir. Ni moins rationnel d'ailleurs. Faire l'un ou l'autre choix n'a rien de rationnel ou d'irrationnel. De propositions purement factuelles, nulle conclusion pratique ne peut être jamais tirée. Agir ainsi sauvera la société ne peut mener à un « fais-le » si on ne passe pas par la médiation de « c'est un devoir de sauver la société ». Agir ainsi vous coûtera la vie ne peut mener directement à un « ne le faites pas ». Pour obéir à cette injonction, il faut ressentir le désir ou reconnaître le devoir de conserver sa propre vie. Le novateur essaie d'arriver à une conclusion à l'impératif à partir de prémices à l'indicatif. Il pourra essayer tant et plus et il n'y arrivera jamais, car la chose est impossible. Il nous faut donc ou bien étendre le terme de raison pour y inclure ce que nos ancêtres appelaient la raison pratique, et donc reconnaître que loin d'être de simples sentiments, des jugements du type « c'est un devoir de sauver la société » sont la rationalité même, bien qu'ils soient étrangers à la sorte de raison chère à Gaius et Titius. Ou bien il nous faut renoncer tout de suite et pour toujours à trouver un fond de valeur rationnelle derrière tous les sentiments que nous avons discrédités. Le novateur ne choisira pas le premier terme de l'alternative, car les principes pratiques connus de tout homme par la raison ne sont autres que le Tao qu'il a entrepris de remplacer. On le verra plus probablement renoncer à la quête d'une essence rationnelle de la valeur et lui chercher une autre justification encore plus proche du fond réel des choses. Il croira sans doute l'avoir trouvée dans l'instinct. La sauvegarde de la société et de l'espèce elle-même sont des fins qui ne dépendent pas du précaire appui de la raison. Elles sont instinctives. C'est pourquoi il n'y a pas à discuter avec celui qui ne les reconnaît pas. Nous avons tous le désir instinctif de sauvegarder notre propre espèce. C'est pourquoi les hommes doivent travailler pour la postérité. Nous n'avons pas le désir instinctif de tenir nos promesses ou de respecter la vie humaine. C'est pourquoi on ne peut balayer à juste titre les scrupules de justice et d'humanité. Le Tao lui-même, en fait, lorsqu'il s'oppose à notre vraie fin, la conservation de l'espèce. C'est pourquoi aussi l'époque moderne permet et exige une nouvelle morale sexuelle. Les vieux tabous ont servi à quelque chose en contribuant au salut de l'espèce, mais la contraception a changé tout cela, et on n'a plus rien à faire maintenant de la plupart d'entre eux. Car il est évident que le désir sexuel, puisqu'il est instinctif, doit être satisfait chaque fois qu'il ne s'oppose pas au salut de l'espèce. Une éthique fondée sur l'instinct a l'air d'être très exactement ce qu'il faut aux novateurs. En réalité, nous n'avons pas avancé d'un pas. Je n'insisterai pas sur le fait que le mot d'instinct désigne en général notre ignorance. Dire que les oiseaux migrateurs trouvent leur chemin instinctivement, c'est dire que nous ne savons pas comment ils le trouvent. Car il est utilisé ici, à mon avis, en un sens assez précis. Il désigne une tendance irraisonnée ou spontanée largement répandue chez les membres d'une espèce donnée. Comment l'instinct, ainsi compris, nous aide-t-il à découvrir les vraies valeurs? Peut-on dire que nous obéissons nécessairement à l'instinct, que nous ne pouvons faire autrement? Mais alors, pourquoi écrire des livres comme le livre vert? Pourquoi ce flot d'exhortations pour nous faire aller là où nous irons de toute façon? Pourquoi tant d'éloges pour ceux qui se sont soumis à l'inévitable? Où est-ce qu'on veut dire qu'en obéissant à l'instinct, nous trouverons bonheur et satisfaction? Mais le problème dont nous sommes partis était celui de la mort à affronter. Et la mort, autant que le novateur le sache, supprime toute possibilité de satisfaction. Et si nous avons le désir instinctif du bien de la postérité, ce désir, de par sa nature même, ne peut jamais être satisfait, puisqu'il n'est jamais réalisé, si tant est qu'il le soit, après notre mort. Le novateur va être obligé de dire, cela paraît clair, que l'obéissance à l'instinct n'est ni une nécessité ni une satisfaction, mais tout simplement un devoir. Mais pourquoi est-ce un devoir? Y a-t-il un instinct d'un ordre plus élevé qui nous y oblige, et un troisième instinct d'un ordre plus élevé encore qui nous oblige d'obéir au deuxième? Un enchaînement d'instincts à l'infini? C'est impossible sans doute. Mais rien d'autre ne suffira. D'une proposition décrivant un fait psychologique, j'ai telle et telle tendance. Aucune ingéniosité ne peut tirer le principe pratique que j'ai le devoir d'obéir à cette tendance. Même s'il était vrai que les hommes ont une tendance spontanée à sacrifier leur vie pour leurs semblables, la question reste entière de savoir si c'est une tendance qu'il faut réprimer ou satisfaire. Car le novateur lui-même avoue qu'il faut réprimer bien des tendances, toutes celles qui mettent l'espèce en danger.
Et on voit bien que cet aveu nous amène à une difficulté encore plus fondamentale. Nous dire d'obéir à l'instinct, en effet, c'est comme nous dire d'obéir aux gens. Les gens ne disent pas tous la même chose, les instincts non plus. Nos instincts sont en conflit entre eux. Et si l'on soutient qu'il faut toujours obéir à l'instinct de conservation de l'espèce aux dépens des autres instincts, d'où tirons-nous cette règle de priorité? Prêter l'oreille à cet instinct lorsqu'il plaide sa propre cause et tranche en sa propre faveur serait un peu naïf. Chaque instinct voudra, si on l'écoute, être satisfait aux dépens de tous les autres. Du fait même que nous écartons l'un au profit de l'autre, la cause est déjà entendue. Si nous interrogions nos instincts sans connaître déjà leur dignité respective, cet interrogatoire ne pourrait jamais nous l'apprendre. Et cette connaissance ne peut elle-même être instinctive. On ne peut pas être à la fois juge et partie, ou si par hasard on l'est, l'arrêt est alors sans valeur, et il n'y a pas raison de placer le salut de l'espèce au-dessus de l'instinct de conservation ou de l'appétit sexuel. L'idée qu'on peut trouver des raisons de préférer un instinct à un autre sans en appeler à un tribunal plus élevé que les instincts eux-mêmes a la vie dure. On s'accroche à de vains termes. Il va s'agir d'un instinct fondamental, ou essentiel, ou primitif, quand ce n'est pas le plus profond. Bien inutilement, ou bien ces termes cachent un jugement de valeur porté sur l'instinct et qui ne peut donc dériver de l'instinct. Ou bien ils décrivent simplement l'intensité de ce qu'il fait éprouver et la fréquence de sa manifestation, ou encore le fait qu'il est très répandu. Dans le premier cas, on a complètement renoncé à fonder la valeur sur l'instinct. Dans le second, ces observations sur les aspects quantitatifs d'un événement psychique ne mènent à aucune conclusion pratique. C'est toujours le même problème, ou bien les prémices cachaient déjà un impératif, ou la conclusion ne peut que demeurer à l'indicatif. Enfin, cela vaut la peine de se demander s'il y a vraiment un instinct qui porte à se soucier de la postérité et de la conservation de l'espèce. Je ne le trouve pas en moi, et pourtant j'ai du goût pour la pensée du plus lointain avenir. Je lis avec un vif plaisir les romans d'anticipation d'Olaf Stapledon, par exemple. Il m'est encore plus difficile de croire que la majorité des gens que je rencontre dans l'autobus ou en faisant la queue ont une tendance spontanée à faire quoi que ce soit en faveur de l'espèce humaine ou de la postérité. Il faut avoir un certain type de culture pour avoir l'idée même d'une postérité. Il est difficile d'attribuer à l'instinct une attitude vis-à-vis d'un objet qui n'existe pour les gens qu'à partir d'un certain degré de réflexion. Ce qui nous est naturel, c'est une tendance à protéger nos enfants et nos petits-enfants. Une tendance qui s'affaiblit progressivement à mesure que l'imagination avance dans le temps et qui finit par se perdre dans les déserts du vaste avenir. Il ne viendrait à l'idée d'aucun parent, obéissant à leur instinct, de mettre sur le même plan les droits de leurs hypothétiques descendants et ceux du bébé qui gazouille et gigote sous leurs yeux. Ceux d'entre nous qui acceptent le Tao diront peut-être qu'ils devraient le faire, mais cela n'est pas possible pour ceux qui font de l'instinct la source de la valeur. En passant de l'amour maternel à l'organisation rationnelle de l'avenir, nous passons du domaine de l'instinct à celui du choix et de la réflexion. Et si l'instinct fonde la valeur, l'organisation de l'avenir devrait être moins respectable et moins obligatoire que le langage du bébé et les caresses de la plus tendre des mères, ou que les anecdotes les plus niaises d'un père en adoration devant sa progéniture. Si nous devons nous fonder sur l'instinct, c'est là qu'est l'essentiel. Et le souci de la postérité n'en est que l'ombre. L'ombre immense et vacillante du bonheur des parents projeté sur l'écran de l'avenir inconnu. Je ne dis pas que cette projection soit une mauvaise chose. Mais je ne crois pas, moi, que l'instinct soit le fondement des jugements de valeur. Ce qui est absurde, c'est de prétendre que le souci de la postérité trouve sa justification dans l'instinct, et de faire fi à tout instant du seul instinct qui puisse en être la base, en arrachant l'enfant à peine né à sa mère pour le mettre en crèche ou au jardin d'enfants, dans l'intérêt du progrès et de l'avenir de l'humanité. Il est bien clair maintenant que le novateur ne peut pas plus fonder un système de valeurs en ayant recours à des propositions factuelles ou en faisant appel à l'instinct. Aucun des principes dont il a besoin ne se trouve là, mais on peut les trouver ailleurs. Pour lui, entre les quatre mers, tous les hommes sont frères. Dit Confucius du Junzi, le cœur gentil, le gentilhomme. Rien de ce qui est humain m'est étranger, dit le stoïcien. Fais ce que tu voudrais qu'on te fasse, dit Jésus. L'humanité doit être sauvée, dit Locke. Tous les principes pratiques qui sont derrière les arguments du novateur en faveur de la postérité ou de la société ou de l'espèce sont là depuis un temps immémorial dans le Tao. Mais ils ne sont nulle part ailleurs. À moins d'admettre sans réserve qu'ils sont au domaine de l'action, ce que les axiomes sont au domaine de la théorie, on ne peut avoir aucune espèce de principe pratique. On ne peut y arriver comme à des conclusions. Ce sont des prémices. Ce sont des sentiments. Si l'on y tient absolument, puisqu'ils ne rendent pas raison d'eux-mêmes de manière à imposer silence à Gaius et Titius. Mais il faut alors cesser d'opposer la vraie valeur, la valeur rationnelle, à la valeur sentimentale.
Toute valeur sera sentimentale. Mais il faut alors reconnaître, ou bien renoncer à la notion même de valeur, que tout sentiment n'est pas purement subjectif. On peut, au contraire, les considérer comme des principes rationnels, voire comme la rationalité même. Des choses si évidemment raisonnables qu'il n'y a ni besoin ni possibilité de les démontrer. Mais il faut alors admettre que la raison peut être pratique, et qu'un tu-dois ne doit pas être rejeté parce qu'il ne peut donner aucun c'est comme référence. Si rien n'est évident en soi, il n'y a pas de démonstration possible. De même, si rien n'est obligatoire en soi, il n'y a pas d'obligation possible. Certains penseront que j'ai simplement rétabli sous un autre nom ce qu'ils ont toujours entendu par instinct de base ou instinct fondamental. Mais ce qui est en jeu ici est bien plus important qu'une querelle de mots. Le novateur attaque les valeurs traditionnelles, le Tao, pour défendre ce qu'il croit être, en un sens bien à lui, des valeurs rationnelles ou biologiques. Mais, on l'a vu, toutes les valeurs dont il se sert pour attaquer le Tao, et qu'il prétend même lui substituer, sont en fait dérivées du Tao. S'il était vraiment parti de zéro, en se plaçant hors de la tradition morale de l'humanité, aucun tour de passe-passe n'aurait pu le faire arriver à l'idée qu'il faut mourir pour les autres et travailler pour la postérité. Si le Tao s'effondre, toutes ses conceptions de la valeur s'effondrent avec lui, car il n'y en a pas une seule qui puisse prétendre à une autorité venue d'ailleurs. Et s'il peut l'attaquer, c'est seulement grâce aux lambeaux qui lui en restent. Il faut donc se demander ce qui l'autorise à en choisir certains fragments et à en rejeter d'autres. Car si les fragments qu'il rejette n'ont pas d'autorité, ceux qu'il conserve n'en ont pas non plus. Et si ce qu'il conserve est valable, ce qu'il rejette l'est tout autant. Le novateur fait par exemple grand cas des droits de la postérité, mais l'instinct ou la raison au sens moderne sont incapables de justifier ces droits. Le novateur tire donc en réalité du Tao notre devoir vis-à-vis de la postérité. Notre devoir de faire du bien à tout homme est un axiome de la raison pratique, et notre devoir de faire du bien à nos descendants s'en déduit clairement. Certes, mais dans toutes les formes traditionnelles du Tao, ce devoir vis-à-vis des enfants et des descendants se trouve à côté du devoir vis-à-vis des parents et des ancêtres. De quel droit refuser l'un et accepter l'autre? C'est la même chose si le novateur tient avant tout à une réussite d'ordre économique. La grande affaire est alors de vêtir et de nourrir les gens. Et pour y arriver, il ne faut pas s'embarrasser de scrupules dus à la justice ou à la bonne foi. Le Tao convient certes qu'il est important de veiller aux besoins matériels des hommes. Sans lui, le novateur n'aurait d'ailleurs jamais eu l'idée d'un pareil devoir. Mais ce devoir n'est pas le seul dans le Tao, où se trouvent aussi ses obligations de justice et de bonne foi auxquelles il est prêt à dénier toute valeur. De quel droit? Le novateur est peut-être chauvin, raciste, c'est peut-être un nationaliste à tout crin qui soutient que tout doit être subordonné à l'avancement de son propre peuple. Mais nulle observation des faits, nul appel à l'instinct ne lui donnera de quoi justifier son point de vue. Une fois de plus, il l'a tiré en fait du Tao. Car le devoir vis-à-vis de notre parenté, parce que c'est notre parenté, fait partie de la moralité traditionnelle. Mais ce devoir n'est pas le seul dans le Tao, où il trouve ses limites dans les exigences inflexibles de la justice et le principe qu'en fin de compte tous les hommes sont frères. Qu'est-ce qui permet au novateur de ne prendre que ce qui lui convient? Comme il n'y a pas, selon moi, de réponse à ces questions, voici à quelle conclusion j'aboutis. Ce que j'ai appelé par commodité le Tao, et que d'autres appelleront la loi naturelle ou la morale traditionnelle, ou les premiers principes de la raison pratique, ou même les platitudes premières, n'est pas un système de valeurs parmi d'autres. C'est la source unique de tous les jugements de valeur. Le rejeter, c'est rejeter toute valeur. Garder une seule valeur, c'est le garder tout entier. Essayer de le réfuter et édifier à sa place un nouveau système de valeurs est une entreprise contradictoire. Il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais un jugement de valeur radicalement nouveau dans l'histoire du monde. Ce qui prétend être un système nouveau ou, comme on dit aujourd'hui, une idéologie nouvelle, n'est jamais qu'un fragment du Tao lui-même, arbitrairement arraché à son contexte et démesurément exagéré dans son isolement. Mais c'est au Tao et à lui seul que ce fragment doit ce qui lui reste de validité. Si mon devoir vis-à-vis de mes parents est une superstition, il en va de même pour mon devoir vis-à-vis de la postérité. Si la justice est une superstition, il en va de même pour mon devoir vis-à-vis de mon pays ou de ma race. Si la recherche de la vérité scientifique est une vraie valeur, il en va de même pour la fidélité conjugale. La révolte des idéologies nouvelles contre le Tao est une révolte des branches contre l'arbre. En cas de succès, les rebelles s'apercevraient qu'ils se sont détruits eux-mêmes. L'esprit humain ne peut pas plus inventer une nouvelle valeur qu'il ne peut imaginer une nouvelle couleur primaire ou créer un nouveau soleil et un nouveau ciel. Est-ce à dire qu'il n'y a aucun progrès dans notre perception des valeurs?
Que nous sommes astreints pour toujours à un code immuable donné une fois pour toutes? Et d'ailleurs, est-ce que cela a un sens de parler d'obéir à ce que j'appelle le Tao? Si l'on considère en bloc, comme je l'ai fait, les morales traditionnelles de l'Orient et de l'Occident, les idées des chrétiens, des païens et des juifs, ne trouvera-t-on pas beaucoup de contradictions et quelques absurdités? Ces questions sont légitimes et nous sommes dans un domaine où il faut absolument avoir une approche critique et faire un travail de suppression des contradictions. Il faut même un véritable développement. Mais il y a deux démarches critiques bien différentes. Un théoricien du langage, par exemple, peut aborder sa langue maternelle pour ainsi dire de l'extérieur, comme si son génie ne lui était rien, et préconiser une modification systématique de ses tournures et de son orthographe dans l'intérêt des échanges commerciaux et de la précision scientifique. C'est là une chose. Un grand poète, nourri dans l'amour de sa langue maternelle, peut lui apporter aussi de grands changements, mais ils seront faits dans l'esprit de la langue elle-même, car il œuvre de l'intérieur. Le langage qui subit ces transformations les a aussi inspirés, et c'est bien autre chose. Comme les œuvres de Shakespeare sont bien autre chose que le basic English. C'est toute la différence qui existe entre transformer du dedans et transformer du dehors. Procéder organiquement et procéder chirurgicalement. Comme la langue, le Tao admet un développement de l'intérieur, et il faut faire la différence entre un vrai progrès moral et ce qui n'est qu'innovation. Par exemple, il y a un vrai progrès quand on passe de la formule confucéenne « ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse » à la formule chrétienne « fais ce que tu voudrais qu'on te fasse ». La morale de Nietzsche, au contraire, n'est qu'innovation. Il y a progrès dans le premier cas, parce que si on n'admettait pas la validité de l'ancienne maxime, il n'y aurait aucune raison d'accepter la nouvelle. Inversement, accepter l'ancienne, c'est reconnaître aussitôt dans la nouvelle une extension du même principe. Si jamais on devait rejeter pourtant cette dernière, cela ne pourrait être que comme quelque chose de superflu, ou qui va trop loin, mais non comme quelque chose d'absolument hétérogène par rapport aux principes auxquels on adhère. Mais on ne peut accepter la morale de Nietzsche que si on est prêt à mettre au rebut la morale traditionnelle considérée comme fausse, pour se trouver ensuite dans une situation où il n'y a plus de fondement pour aucun jugement de valeur. Il y a la même différence entre ces conceptions de l'éthique qu'entre un homme qui vous dit « Vous aimez les légumes à peu près frais ? Pourquoi ne pas les cultiver vous-même et les avoir parfaitement frais ?» et un homme qui vous dit « Jetez ce pain et tâchez plutôt de vous nourrir de briques et de mille pattes. » Ceux qui comprennent l'esprit du Tao et se laissent conduire par lui peuvent le modifier dans le sens des exigences même de cet esprit. Ils sont les seuls à pouvoir discerner ce sens. Du dehors, on n'y comprend rien. Essayez donc d'y changer quelque chose du dehors. C'est être, on l'a vu, en pleine contradiction. On est bien incapable, en effet, dans ce cas, d'accorder les divergences de la lettre en pénétrant l'esprit. On ne peut donc que monter en épingle un précepte quelconque, qui s'impose pour des raisons de circonstance, et l'utiliser ensuite à tort et à travers sans la moindre justification. Car c'est de l'intérieur du Tao que vient la seule autorité qui puisse modifier le Tao. C'est ce que Confucius voulait dire quand il disait « Avec ceux qui suivent une autre voie, il est inutile de se concerter ». C'est ce qui fait dire à Aristote que seul celui qui a reçu une bonne éducation peut étudier l'éthique avec profit. Pour l'homme corrompu, pour celui qui est hors du Tao, le point de départ même de cette science est invisible. Il peut se montrer hostile, mais non critique, puisqu'il ignore ce dont il est question. C'est pourquoi aussi il a été dit que le peuple qui ne connaît pas la loi est maudit, et que celui qui ne croit pas sera condamné. Suspendre son jugement, avoir l'esprit ouvert dans les questions qui ne sont pas fondamentales, est une bonne chose. Mais avoir l'esprit ouvert de cette manière en ce qui concerne les fondements même de la raison théorique ou pratique, c'est le néant de toute pensée. Si on a l'esprit ouvert sur ces questions, qu'on ferme au moins la bouche. On ne peut rien dire qui vaille. Hors du Tao, il n'y a pas de critique fondée du Tao, ni de quoi que ce soit d'ailleurs. Il est sans doute parfois assez délicat de déterminer où finit la critique interne, avec sa légitimité, et où commence la critique externe, qui est un désastre. Mais partout où l'on voit un précepte moral traditionnel sommer de produire ses lettres de créance comme si c'était à lui de se justifier, c'est que la question n'est pas bien posée. Un réformateur qui s'y prend comme il faut essaie de montrer que le précepte en question est en conflit avec le précepte reconnu comme plus fondamental, ou bien qu'il n'incarne pas réellement le jugement de valeur qu'il prétend incarner. Mais il n'est jamais acceptable de l'attaquer de front en demandant pourquoi et comment, à quoi ça sert et qui l'a dit. Non pas parce que c'est une méthode généralement déplaisante, mais parce qu'il n'y a pas une valeur qui puisse se justifier de cette manière. Si on s'obstine dans ce genre de procès, on détruira toutes les valeurs, et ce sera détruire les bases mêmes de la critique en même temps que l'objet de cette critique. On ne tient pas le Tao sous la menace de son arme,
et on ne peut pas non plus remettre à plus tard l'obéissance à un précepte. En attendant le moment où ces lettres de créance auront été examinées, car seuls ceux qui pratiquent le Tao peuvent le comprendre. C'est l'homme de bien, le corps gentil, et lui seul qui peut reconnaître la raison quand elle vient. C'est Paul, le pharisien, l'homme irréprochable selon la loi, qui découvre où et en quoi cette loi ne suffit pas. Pour éviter tout malentendu, je dois ajouter que bien que je sois moi-même théiste et même chrétien, je n'essaie pas ici d'introduire de façon détournée quelque argument en faveur du théisme. Je soutiens seulement qu'il ne peut y avoir de valeur si nous ne reconnaissons pas aux platitudes de base de la raison pratique une validité absolue et que, si nous doutons de ces dernières, tout essai pour réintroduire les valeurs à un niveau plus bas et sur une base prétendument plus réaliste est voué à l'échec. Il n'est pas question pour l'instant de se demander si ces affirmations supposent ou non une origine surnaturelle du Tao. Mais comment espérer qu'un esprit moderne épouse nos conclusions ? Ce Tao qu'il nous faut apparemment traiter comme un absolu n'est après tout qu'un phénomène comme les autres, le reflet dans l'esprit de nos ancêtres du rythme agricole selon lequel ils vivaient, ou même de leur physiologie. Nous savons déjà pour l'essentiel comment ces idées sont produites. Bientôt nous le saurons dans le détail et nous finirons bien par être capables de les produire nous-mêmes à notre gré. Bien sûr, tant que nous ne savions pas comment l'esprit est fait, nous acceptions cette sorte de mobilier mental comme un donné et même comme un maître. Mais bien des aspects de la nature qui furent jadis nos maîtres sont aujourd'hui nos serviteurs. Pourquoi pas celui-là ? Pourquoi un stupide respect devrait-il nous arrêter net dans notre conquête de la nature et nous interdire de nous attarder à cette dernière partie de la nature, la plus coriace, qu'on appelait jusqu'à maintenant la conscience humaine ? On nous menace de quelques obscurs désastres si nous nous éloignons d'elle. Mais les obscurantistes nous ont fait ces menaces à toutes les étapes de notre progrès, et chaque fois la menace s'est révélée vaine. On dit qu'il n'y aura plus de valeur du tout si nous sortons du Tao. Eh bien, sortons-en. Nous découvrirons sans doute que nous nous en passons fort bien, que toute idée de devoir ne soit plus pour nous qu'une intéressante survivance psychologique. Laissons carrément tomber tout cela, et faisons enfin ce qui nous plaît. Décidons nous-mêmes de ce que l'homme doit être, et créons-le à cette image. Non pas en nous référant à quelque valeur imaginaire, mais parce que nous voulons qu'il en soit ainsi. Puisque nous sommes maintenant maîtres de notre environnement, soyons aussi maîtres de nous-mêmes et choisissons notre destinée. C'est là une position tout à fait cohérente, et ceux qui la défendent ne peuvent être accusés de se contredire comme ceux qui ne vont pas au bout de leur scepticisme et espèrent encore trouver de vraies valeurs après avoir discrédité les anciennes. Mais il s'agit alors du rejet total du concept de valeur. Le prochain chapitre sera consacré à cette question. Chapitre 3. L'abolition de l'homme. Il avait beau dire et flatter, je fus pénétré comme d'un fer rouge de l'idée qu'il me vendrait comme esclave dès qu'il m'aurait attiré chez lui. Bunyan. La maîtrise de l'homme sur la nature est une expression qui revient souvent pour décrire le progrès des sciences et des techniques. La nature a pris une raclée, a-t-on dit à un de mes amis il n'y a pas très longtemps. Dans leur contexte, ces mots avaient une certaine beauté tragique, car celui qui les prononçait se mourait de tuberculose. Peu importe, disait-il, je sais que je fais partie des pertes. Il y a naturellement des pertes chez le vainqueur comme chez le vaincu. Mais cela ne change rien au fait que c'est lui le vainqueur. J'ai choisi de partir de cette anecdote pour montrer que je n'ai aucune intention de décrier tout ce qui est réellement bénéfique dans ce que l'on appelle la maîtrise de la nature. Et encore moins tout le dévouement et toute l'abnégation qui l'ont rendu possible. Cela dit, il faut analyser cette idée d'un peu plus près. En quel sens l'homme est-il le possesseur d'un pouvoir croissant sur la nature ? Prenons 3 exemples typiques. L'avion, la radio, les contraceptifs. Dans un pays civilisé, en temps de paix, toute personne qui a l'argent nécessaire peut s'en servir. Mais on ne peut pas dire au sens strict du mot que c'est là exercer un pouvoir propre ou personnel sur la nature. Si je vous paie pour me porter, c'est que je ne suis moi-même pas assez fort pour le faire. Tout ce dont j'ai parlé peut être refusé à certains hommes par d'autres hommes. Ceux qui vendent, ceux qui autorisent la vente, ceux qui possèdent les moyens de production, ou ceux qui fabriquent les biens en question. Ce qu'on appelle le pouvoir de l'homme est en réalité un pouvoir possédé par certains hommes, qui peuvent ou non permettre à d'autres hommes d'en profiter. Pour ce qui est du pouvoir incarné dans l'avion ou dans la radio, l'homme en est l'esclave aussi bien que le maître, puisqu'il sert de cible aux bombes comme à la propagande. Quant aux contraceptifs, il y a un sens paradoxal et négatif où on peut dire que toutes les générations à venir dépendent d'un pouvoir exercé par ceux qui sont déjà, eux, en vie. Par la contraception en elle-même, elle se voit refuser l'existence. Par la contraception mise au service de l'eugénisme, elle se voit modelée dans leur assentiment,
selon les choix faits par une génération donnée pour des raisons qui lui sont propres. Ainsi, ce que l'on appelle le pouvoir de l'homme sur la nature se révèle-t-il à l'analyse comme le pouvoir de certains hommes sur d'autres hommes au moyen de la nature. C'est sans aucun doute un lieu commun de déplorer que les hommes aient jusqu'à présent mal usé et contre leurs semblables des pouvoirs que la science leur donne. Mais je ne le reprends pas à mon compte ici. Je ne veux pas parler des perversions ou d'abus dont un effort moral accru viendrait à bout. J'essaie de penser ce qui doit être, en soi, ce qu'on appelle le pouvoir de l'homme sur la nature. Le tableau serait-il modifié par la propriété collective des matières premières et des usines, et par l'autorité de l'État sur la recherche scientifique? Mais à moins d'avoir un État mondial, il s'agira toujours du pouvoir d'une nation sur les autres. Et même à l'intérieur de l'État mondial ou de la nation, on aura, en principe, le pouvoir de la majorité sur la minorité, et en fait, celui du gouvernement sur le peuple. Quant aux pouvoirs qui ont leur effet à long terme, surtout dans le domaine démographique, il s'agit toujours par définition du pouvoir des générations qui précèdent sur celles qui suivent. On n'insiste pas assez en général sur ce dernier point, parce que les spécialistes des sciences sociales n'ont pas encore compris qu'il faut faire comme les physiciens, et toujours inclure le temps dans les dimensions à prendre en compte. Pour comprendre pleinement ce qu'est le pouvoir de l'homme sur la nature, et donc le pouvoir de certains hommes sur d'autres, il faut se représenter l'espèce humaine à travers le temps, de la date de son apparition à celle de son extinction. Chaque génération exerce un pouvoir sur celles qui la suivent, et chacune d'elles résiste à ce pouvoir et le limite donc dans la mesure où elle transforme l'environnement dont elle hérite et où elle se révolte contre la tradition. Cela modifie l'image qu'on se fait parfois d'une émancipation progressive par rapport à la tradition et d'une maîtrise progressive des processus naturels qui ferait augmenter sans cesse la puissance de l'homme. En réalité, si la maîtrise de la génétique et une éducation vraiment scientifique donnent jamais à une époque quelconque le pouvoir de modeler ses descendants à son gré, tous les hommes qui vivront après elle dépendront de ce pouvoir-là. Ils seront plus faibles, non plus forts. On aura beau leur mettre entre les mains de merveilleuses machines, on aura décidé pour eux ce qu'ils doivent en faire. Et si, comme cela est pratiquement sûr, l'époque qui serait ainsi parvenue au plus grand pouvoir possible sur sa postérité était aussi l'époque la plus émancipée de la tradition, elle travaillerait à réduire le pouvoir des époques qui ont précédé presque aussi énergiquement que celui des époques qui doivent la suivre. Cela mis à part, il ne faut pas oublier non plus que plus une génération sera tardive, plus proche elle sera du moment qui verra l'extinction de l'espèce. Moins elle aura de pouvoir sur l'avenir, puisqu'elle aura si peu de gens sur qui agir. On ne peut donc parler d'un pouvoir dont la totalité de l'espèce humaine serait investie et qui croîtrait régulièrement tant qu'elle subsiste. Loin d'hériter d'un tel pouvoir, les derniers hommes seront, de tous les hommes, les plus soumis aux décisions des grands planificateurs et conditionneurs du passé, et c'est eux qui auront le moins de pouvoir sur l'avenir. Ce qu'il faut se représenter en réalité, c'est une époque dominante, le 100e siècle de notre ère par exemple, qui résiste aux époques qui la précèdent avec un maximum de succès, et qui domine les époques qui la suivent avec un maximum d'efficacité, et qui donc est le vrai maître de l'humanité. Mais même dans cette génération maîtresse, qui n'est elle-même qu'une infime minorité de l'humanité, le pouvoir sera exercé par une minorité plus infime encore. Si certains rêves de planification scientifique se réalisent, la maîtrise de l'homme sur la nature signifiera la domination de quelques centaines de personnes sur des milliards et des milliards d'hommes. Il ne peut pas y avoir une augmentation constante du pouvoir de l'humanité. Tout nouveau pouvoir conquis par l'homme est en même temps un pouvoir sur l'homme. Tout progrès le laisse à la fois plus faible et plus fort. Dans toute victoire, il est à la fois le triomphateur et le prisonnier qui suit le char triomphal. Je ne me demande pas encore pour l'instant si le résultat global de ces ambivalentes victoires est bon ou mauvais. Je veux seulement montrer ce que signifie réellement la maîtrise de l'homme sur la nature, et surtout la dernière étape de cette maîtrise, qui n'est peut-être pas loin. Elle sera atteinte en effet lorsque l'homme aura enfin plein pouvoir sur lui-même, grâce à l'eugénisme, au conditionnement prénatal et à une éducation et une propagande fondée sur une psychologie parfaitement au point. La nature humaine sera la dernière partie de la nature à se rendre. La bataille sera alors gagnée. Nous aurons ôté le fil de la vie des mains de la parque, et nous serons désormais libres de modeler notre propre espèce à notre propre gré. La bataille aura en effet été gagnée, mais qui, au juste, l'aura gagnée? Car le pouvoir de l'homme de faire de lui-même ce qui lui plaît, c'est bien, on l'a vu, le pouvoir qu'ont certains hommes de faire des autres ce qui leur plaît. À toutes les époques, sans doute, on a essayé d'en faire autant par l'éducation et l'instruction. Mais la situation à laquelle il faudra s'attendre sera neuve à deux égards. D'abord, le pouvoir en question sera infiniment plus grand. Jusqu'à présent,
Les théoriciens de l'éducation n'ont pas réalisé grand-chose de leur projet. Tant mieux d'ailleurs. Qu'on songe par exemple que Platon voulait faire de chaque enfant, comme on l'a dit, un bâtard élevé administrativement. Qu'Eliot voulait qu'un garçon ne voie pas d'homme avant l'âge de 7 ans, et ensuite pas de femme. Que Locke voulait que les enfants aient des chaussures qui prennent l'eau, et n'aient aucun goût pour la poésie. Et ainsi de suite. Quand on lit ces propos, on a envie de remercier les vraies mères, les vraies nourrices, et surtout les vrais enfants pour leur salutaire entêtement, qui a gardé à l'espèce humaine ce qui lui reste de santé mentale. Mais les modeleurs de l'homme de l'ère nouvelle seront armés des pouvoirs d'un État qui prendra tout en charge et d'une technique qui aura toute la puissance de la science. On aura enfin un type de conditionneur qui pourra vraiment donner aux générations futures la forme qui lui plaira. Quant au second point de divergence, il sera encore plus important. Dans les anciens systèmes, c'était au Tao qu'on devait à la fois l'idée de l'homme que les éducateurs souhaitaient former et leur raison même de le former. Ce Tao qu'ils reconnaissaient comme norme de leur conduite et dont ils n'auraient pas rêvé de s'éloigner, ils ne donnaient pas aux hommes la forme de leur choix. Ils transmettaient ce qu'ils avaient reçu. Ils initiaient un néophyte au mystère de l'humanité. Mystère dont la majesté dominait également le maître et les élèves. Mais tout cela va changer dans le nouveau système. Car les valeurs sont maintenant de simples phénomènes naturels. Les jugements de valeur de l'élève seront donc l'effet d'un conditionnement. Le Tao, ou ce qui tiendra lieu, loin d'être la raison de l'éducation, n'en sera plus que le produit. Les conditionneurs se sont émancipés de tout cela. C'est une nouvelle partie de la nature qu'ils ont vaincue. Les ressorts fondamentaux de l'action humaine ne sont plus pour eux une pure et simple donnée. Ils ont livré leurs secrets, comme l'électricité, et c'est la fonction des conditionneurs de les maîtriser et non de leur obéir. Ils savent comment on produit une conscience morale, et c'est à eux de décider de la sorte de conscience qu'ils vont produire. Mais ils sont eux-mêmes au dehors et au-dessus de toute considération éthique. Car nous en sommes, par hypothèse, à la dernière étape de la lutte de l'homme contre la nature. La victoire est là, la nature humaine est vaincue, même si c'est elle qui a remporté la victoire, quel que soit le sens que puissent encore avoir ces mots. Ce sont donc les maîtres du conditionnement qui vont devoir choisir, pour leurs raisons à eux, quel Tao artificiel ils vont implanter dans l'espèce humaine. Ce sont eux qui vont donner les motifs d'agir. Ce sont des créateurs de motifs. Mais qu'est-ce qui les motivera eux-mêmes? Pendant un certain temps, ce seront peut-être les traces qui leur restent du vieux Tao naturel. Ainsi, se considéreront-ils peut-être au début comme des serviteurs ou des gardiens de l'humanité? Et auront-ils l'idée qu'ils doivent faire son bien? Mais cela ne peut durer que tant qu'ils ne savent pas très bien ce qu'ils pensent. Le concept de devoir est en effet pour eux le résultat de certains processus dont ils sont maintenant les maîtres. Leur victoire consiste précisément à être passés d'un état où ils étaient dominés par eux à un état où ils s'en servent comme instrument. Et il leur faut maintenant décider si oui ou non, ils vont nous conditionner de manière à ce que nous ayons toujours la vieille idée du devoir et les vieilles réactions à son sujet. Comment le devoir peut-il les aider à prendre cette décision? Il est directement en cause. Comment se jugerait-il lui-même? Quant au bien, il n'est guère mieux loti. Ils savent très bien comment faire naître en nous une douzaine de conceptions différentes du bien. La question est pour eux de savoir laquelle ils doivent choisir, si tant est qu'il en faille une. Nulle idée du bien ne peut donc les guider dans leurs décisions. Il serait absurde de choisir une des réalités que l'on compare pour en faire le critère même du choix. On pensera peut-être que j'invente là une difficulté artificielle pour mes conditionneurs. Ou bien on demandera, plus naïvement, pourquoi je fais d'eux des hommes si méchants. Mais je ne pense pas que ce soit de méchants hommes. Je dirais plutôt que ce ne sont plus des hommes du tout, au sens ancien du mot. Ils ont, en d'autres termes, sacrifié leur part d'humanité au sens traditionnel pour se consacrer à la tâche de décider de ce que l'humanité signifierait à l'avenir. Bon et mauvais, en ce qui les concerne, sont des mots vides de sens, puisque c'est à eux précisément de donner un sens à ces mots. Quant à la difficulté dont je parle, elle n'a rien d'artificiel. Bien sûr, on pourrait croire qu'on peut la résoudre aisément en disant « Après tout, nous désirons tous plus ou moins la même chose, manger, boire et faire l'amour et ne pas nous ennuyer, et qu'il y ait des arts et des sciences, et que tout le monde vive le plus longtemps possible. Il n'y a qu'à constater que c'est cela qui nous plaît en fait, et qu'à conditionner les gens de la manière qui a le plus de chances de réaliser tout cela. Où est le problème? Mais ce n'est pas vraiment une solution. D'abord, il est faux que nous ayons tous les mêmes goûts. Mais même si c'était vrai, qu'est-ce qui forcera les conditionneurs à dédaigner les plaisirs et à mener une vie austère pour nous faire plaisir à nous et à nos descendants? Leur devoir? Mais le devoir, c'est le Tao, qu'ils peuvent décider de nous imposer, mais qui ne peut valoir pour eux. S'ils l'acceptent, c'est qu'ils ne produisent pas la conscience, mais qu'ils lui sont toujours soumis et que leur victoire finale sur la nature n'a donc pas eu lieu.
Serait-ce alors le salut de l'espèce? Mais pourquoi faut-il sauver l'espèce humaine? Une des questions qui se posent à eux est de savoir s'il faut ou non conserver ce sentiment à l'égard de la postérité dont ils savent bien à quoi il est dû. Où qu'ils aillent, le sol se dérobe sous leurs pas. Dès qu'ils essayent d'obéir à un motif, il se révèle être une pétition de principe. Ce n'est pas que ce soit des hommes mauvais. Ce ne sont plus des hommes du tout. En sortant du Tao, ils sont entrés dans le vide. Quant à ceux qu'ils dominent, ils ne sont pas forcément malheureux. Ce ne sont pas des hommes non plus. Ce sont des produits fabriqués. La victoire finale de l'homme, on le voit, c'est l'abolition de l'homme. Il faut bien pourtant que les conditionneurs agissent. Quand j'ai dit à l'instant que toutes les raisons d'agir leur font défaut, j'aurais dû dire toutes sauf une. Toutes celles qui prétendent à une validité autre qu'émotionnelle et passagère leur font bien défaut. Tout ce qui n'est pas leur bon plaisir, sic volo, sic jubeo, a perdu toute justification. Mais ce qui n'a jamais prétendu à l'objectivité ne peut être détruit par le subjectivisme. L'envie de me gratter quand ça me démange, ou de mettre en morceaux ce qui excite ma curiosité est insensible à l'influence qui a été fatale à ce que je pouvais avoir de justice, d'honneur ou de souci de la postérité. Quand tout ce qui dit c'est bien a perdu tout crédit, il reste ce qui dit j'ai envie. Et ce n'est pas là une attitude qu'on peut critiquer en montrant la fausseté ou en essayant de ne pas être dupe puisqu'elle n'a jamais eu aucune prétention. Les conditionneurs en viendront donc forcément à n'être motivés que par leur caprice. Je ne pense pas ici à l'effet corrupteur du pouvoir. Je n'exprime pas la crainte de voir nos maîtres se dégrader sous son influence. Les mots même de corruption et de dégradation supposent une échelle des valeurs et sont donc dépourvus de sens dans ce contexte. Ce que je veux dire, c'est que ceux qui sont étrangers à tout jugement de valeur ne peuvent avoir aucune raison de préférer un de leurs désirs à un autre, si ce n'est l'intensité de ce désir. On peut toujours espérer, bien sûr, qu'il y aura de bonnes intentions dans ce qui passera par la tête de gens vides à ce point de raison d'agir rationnelle ou spirituelle. Je me demande en tout cas si ces bonnes intentions auront beaucoup de poids sans la priorité et l'encouragement que le Tao nous apprend à leur donner, et si elles ne peuvent compter que sur la force et la fréquence de leur occurrence psychologique. Je me demande si l'histoire nous a laissé un seul exemple d'un homme qui soit arrivé au pouvoir après avoir dit adieu à la moralité traditionnelle et qui ait usé de ce pouvoir pour faire le bien. Je croirais plutôt que les conditionneurs haïront les conditionnés. Ils auront beau considérer comme une illusion la conscience artificielle qu'ils font naître en nous, ils verront bien pourtant qu'elle donne à notre vie une apparence de sens qui soutient favorablement la comparaison avec l'inanité de la leur, et ils nous envieront comme des eunuques envie des hommes. Mais je ne veux pas insister sur ce point, car il est purement conjectural. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que nous ne pouvons espérer un bonheur, même conditionné, que de ce qu'on appelle ordinairement le hasard. Un hasard qui ferait prédominer les bonnes intentions chez nos conditionneurs. Car sans un jugement qui affirme que ces dispositions sont bonnes, ce qui serait revenir au Tao, ils n'ont aucune raison de chercher à développer ou à affermir ces tendances-là plutôt que d'autres. La logique de leur position doit leur faire prendre leurs désirs comme ils viennent, du hasard. Et hasard signifie nature. C'est de l'hérédité, de la digestion, du temps qu'il fait et de l'association des idées que leur viendront leurs raisons d'agir. En leur faisant considérer comme une illusion tous les motifs soi-disant rationnels, l'excès de leur rationalisme ne leur laisse plus d'autre voie qu'un comportement totalement irrationnel. Si on ne veut ni obéir au Tao ni se suicider, il n'y a plus qu'une possibilité. Obéir au désir du moment et donc en fin de compte à la pure nature. À ce moment donc où l'homme triomphe de la nature, on constate que l'humanité entière est soumise à un petit nombre d'hommes et que ceux-ci à leur tour sont soumis à ce qui est purement naturel en eux, l'irrationalité de leurs désirs. C'est donc la nature, sans qu'aucune valeur ne s'en mêle, qui règne sur les maîtres du conditionnement et par eux sur tous les hommes. Au moment même où elle est pleinement achevée, on voit que la maîtrise de l'homme sur la nature est en fait la maîtrise de la nature sur l'homme. Toutes les batailles que nous avons cru gagner nous ont amenés là petit à petit. Toutes les défaites apparentes de la nature n'étaient que des replis tactiques. Nous croyions la repousser alors qu'elle nous attirait dans un piège. Nous croyions voir des mains levées en signe de capitulation, mais c'étaient des bras qui se préparaient à nous emprisonner à jamais. Si se réalise jamais ce monde totalement planifié et conditionné, avec un Tao qui ne serait qu'un produit du plan, la nature ne sera plus gênée par cette espèce impatiente, en révolte contre elle depuis la nuit des temps. Elle ne sera plus irritée par tout ce bavardage de vérité, de compassion, de beauté, de bonheur. Ferum victorem cepit. Elle a conquis son farouche vainqueur. Et si les manipulations génétiques sont suffisamment efficaces, il n'y aura pas de nouvelle révolte. Tout le monde sera douillettement installé dans la soumission.
les hommes à leurs conditionneurs et les conditionneurs à la nature, jusqu'à la chute de la lune et au refroidissement du soleil. Pour être plus clair, on ne peut présenter les choses d'une autre manière. Le mot nature a bien des sens, et la meilleure façon de le comprendre est de l'opposer à ses nombreux contraires. Le naturel est le contraire de l'artificiel, du civique ou politique, de l'humain, du spirituel et du surnaturel. L'artificiel ne nous concerne pas ici, mais avec le reste de la liste, on peut se faire en gros une idée de ce qu'on entend en général par nature et de ce qu'on lui oppose. La nature est apparemment ce qui est spatial et temporel, par opposition à ce qui l'est moins pleinement ou pas du tout. C'est le domaine de la quantité par opposition à celui de la qualité. C'est aussi le domaine des objets par opposition à celui de la pensée. Le domaine du déterminisme par opposition à celui de l'autonomie, totale ou partielle. Le domaine où il n'y a pas de valeur par opposition à un domaine où il y en a et où on en reconnaît. C'est le domaine enfin des causes efficientes ou dans certains systèmes contemporains de l'absence totale de causalité par opposition à celui des causes finales. Et à mon sens, lorsqu'on analyse une réalité quelconque pour la comprendre et qu'on la maîtrise ensuite pour s'en servir, on la réduit par là même à n'être qu'une partie de la nature. On suspend en effet tout jugement de valeur à son égard, on ne tient aucun compte de sa cause finale, si elle en a une, et on la traite de manière purement quantitative. On réprime donc des éléments de ce qui serait autrement la réaction totale devant cette réalité. Cela est parfois très visible et même pénible. Il y a une réticence à surmonter avant de pouvoir enfoncer le scalpel dans un homme mort ou dans un animal vivant. Ces objets résistent au mouvement de l'esprit par lequel on en fait des objets purement naturels. Mais il y a d'autres cas où le savoir analytique et le pouvoir technologique ont été acquis au même prix, même si on ne s'en rend plus compte. Les arbres ne sont plus des dryades. On ne voit plus leur beauté quand on les débite en planches. Le premier homme à le faire a sans doute vivement senti ce qu'il en coûtait. Et les arbres dont on voit le sang couler chez Virgile ou Spencer sont peut-être de lointains échos de ce sens d'une piété originelle. Les étoiles ont perdu leur caractère divin avec le développement de l'astronomie, et il n'y a pas de place pour le dieu mourant dans une agriculture scientifique. Beaucoup de gens ne verront là sans doute que la découverte progressive que le monde réel n'est pas ce que nous croyons, et jugeront que la vieille opposition à Galilée et aux déterreurs de cadavres n'est que de l'obscurantisme. Mais ce n'est pas la seule réaction possible. Qui croit aujourd'hui le plus fermement à la pleine réalité de l'objet dépouillé de ses aspects qualitatifs et réduit à la pure quantité? Certainement pas les plus grands des scientifiques, mais de petits savants ou de petits scientistes qui ne connaissent rien à la science. Un grand esprit est parfaitement conscient du caractère abstrait ou construit de l'objet ainsi traité et du fait que quelque chose de sa réalité a été perdu. De ce point de vue, la maîtrise de la nature apparaît dans une nouvelle lumière. On réduit les choses à n'être que nature pour les maîtriser. En d'autres termes, si on maîtrise toujours la nature, c'est que le mot nature désigne ce qu'on a déjà, dans une certaine mesure, maîtrisé. Le prix à payer pour cette maîtrise est de traiter les choses comme de simples parties de la nature. C'est ainsi que toute nouvelle victoire sur celle-ci étend en fait son domaine. Les étoiles ne font pas partie de la nature tant qu'on n'est pas capable de les peser et de les mesurer. L'âme ne fait pas partie de la nature tant qu'on n'est pas capable de la psychanalyser. Arracher ses pouvoirs à la nature, c'est en même temps livrer de plus en plus de choses à la nature. Tant qu'on n'arrive pas à la dernière étape de cette évolution, on peut encore penser qu'on a plus à y gagner qu'à y perdre. Mais quand le dernier pas a été franchi, et que c'est l'humanité elle-même qu'on réduit à n'être qu'une partie de la nature, on est en pleine absurdité, car cette fois-ci c'est la même entité qui a tout à gagner et tout à perdre. C'est l'un des nombreux cas où pousser un principe jusqu'à son apparente conclusion logique conduit à des absurdités. On connaît l'histoire du fameux Irlandais qui découvrit qu'un certain type de poêle réduisait de moitié sa note de chauffage, et qui en conclut que 2 poêles de ce type lui permettraient de se chauffer pour rien. C'est le marché du magicien. Vendre son âme pour obtenir le pouvoir. Mais une fois que notre âme, ce qui fait de nous une personne, sera vendue, le pouvoir ainsi acquis ne sera pas à nous. Nous serons les esclaves ou les marionnettes de ce qui possédera alors cette âme. Il est certainement au pouvoir de l'homme de se traiter lui-même comme un objet purement naturel et de faire de ses jugements de valeur une matière première bonne à être manipulée à volonté par des interventions scientifiques. Ce qu'on peut objecter à cette démarche, ce n'est pas qu'il y a là une façon de penser extrêmement déplaisante tant qu'on n'y est pas habitué, comme lorsqu'on fait ses débuts en dissection. Cette réaction de dégoût est tout au plus un avertissement, l'indice de quelque chose qui ne va pas. La véritable objection, c'est que si l'homme choisit de se prendre pour matière première il sera. Mais ce n'est pas lui qui fera quelque chose de cette matière première, comme il a la naïveté de le croire. Ce sera le caprice pur, c'est-à-dire la nature pure en la personne de ses conditionneurs déshumanisés. Comme le roi Lear, nous avons voulu gagner sur les 2 tableaux, abdiquer nos prérogatives d'homme et les conserver en même temps.
C'est impossible, ou bien nous sommes des esprits, des êtres rationnels à jamais tenus d'obéir aux valeurs absolues du Tao, ou bien nous sommes de simples parties de la nature. Une sorte de pâte bonne à être pétrie et moulée en de nouvelles formes pour le plaisir de maîtres qui ne peuvent, par hypothèse, avoir aucun autre motif que leurs impulsions naturelles. Seul le Tao peut donner à l'action humaine une commune loi qui s'oppose aussi bien à ceux qui commandent qu'à ceux qui obéissent. Il faut croire fermement à l'objectivité des valeurs pour avoir la notion même d'une autorité qui ne soit pas une tyrannie, ou d'une obéissance qui ne soit pas un esclavage. Je ne pense pas ici seulement à ceux avec qui nous sommes actuellement en guerre. Le processus qui abolira l'homme si on ne l'arrête pas va aussi vite dans les pays communistes et dans les démocraties que chez les fascistes. Les méthodes n'ont peut-être pas, au début, la même brutalité. Mais il y a parmi nous bien des savants à l'air inoffensif, bien des auteurs dramatiques à succès, bien des philosophes amateurs dont les buts ne diffèrent pas en fin de compte de ceux des nazis. Il s'agit toujours de discréditer totalement les valeurs traditionnelles et de donner à l'humanité une forme nouvelle, selon la volonté, par hypothèse arbitraire, de quelques personnes bien placées pour cela, dans une génération elle-même bien placée et qui sait comment s'y prendre. La croyance qu'on peut inventer des idéologies à volonté, et donc traiter les gens comme une pure matière première, comme si c'était des spécimens ou des préparations de laboratoire, commence à affecter même notre manière de parler. Autrefois on mettait à mort les scélérats, aujourd'hui on liquide les éléments antisociaux. La vertu est devenue intégration de la personnalité, l'application au travail dynamisme. Et des garçons qui paraissaient capables d'exercer un commandement sont du matériau dont on fait les officiers. Ce qui est plus étonnant encore, les vertus d'économie et de tempérance, et même d'intelligence ordinaire, se définissent comme un comportement de résistance à l'achat dans un certain jargon. On ne saisit pas la vraie portée de ce qui se passe parce qu'on parle de l'homme en termes abstraits et généraux. Ce n'est pas que le mot « homme » désigne nécessairement une pure abstraction. Tant qu'on demeure dans le Tao, on y trouve la réalité concrète à laquelle c'est être pleinement homme que de participer. Cette réalité d'une volonté commune et d'une raison commune de l'humanité, qui est là vivante, comme un arbre qui grandit et se ramifie, avec la variété des situations, en des beautés et des excellences toujours nouvelles. Tant qu'on parle au point de vue du Tao, cela a un sens de parler du pouvoir de l'homme en général sur lui-même, comme on parle de la maîtrise de soi d'un homme en particulier. Mais dès qu'on adopte un point de vue extérieur au Tao et qu'on ne le considère plus que comme un produit de la subjectivité, cela n'a évidemment plus aucun sens. Ce qui est alors commun à tous les hommes n'est pas plus qu'un universel abstrait, un plus petit commun dénominateur. Et la maîtrise de l'homme sur lui-même n'est plus que le règne des conditionneurs sur le matériau humain conditionné. Ce monde post-humain que presque tous les hommes aujourd'hui, qu'ils le sachent ou non, se donnent tant de peine pour faire naître. Rien de ce que je ne pourrais dire empêchera certains lecteurs de voir dans mes propos une attaque contre la science. Il n'en est rien pourtant. Et ceux des physiciens qui sont dignes de leur ancien titre de philosophe de la nature, il y en a, verront bien que défendre l'idée de valeur, c'est défendre aussi la valeur de la connaissance, qui ne peut que dépérir comme les autres quand ses racines dans le Tao sont coupées. Mais j'irai plus loin, et je dirais que c'est de la science elle-même que peut venir le salut. J'ai appelé marché de magicien ce mouvement qui pousse l'homme à céder domaine après domaine à la nature en échange du pouvoir, et à finir par s'inclure lui-même dans le marché. Et je parlais sérieusement. Le fait que le scientifique ait réussi là où le magicien a échoué a mis tant de distance entre eux dans l'opinion ordinaire qu'on ne comprend pas la véritable histoire de la naissance de la science. On trouve même des gens pour écrire, à propos du XVIe siècle, comme si la magie était un vestige médiéval qui devait se dissiper devant la nouveauté représentée par la science. Si on connaît l'époque en question, on sait que ce n'est pas vrai. Il y avait très peu de magie au Moyen-Âge. Son apogée se situe au XVIe et XVIIe siècle. Essayer de fonder une magie sérieuse et essayer de fonder une science sérieuse sont deux entreprises jumelles. L'une étant de faible constitution, elle est morte. L'autre était vigoureuse, elle a prospéré. Mais c'était bien des sœurs jumelles. Elles sont nées du même désir. Je veux bien que certains des premiers savants, sûrement pas tous, aient été animés par le pur amour du savoir. Mais si on considère le caractère général de cette époque, on perçoit bien le désir dont je parle. Il y a quelque chose qui unit de ce point de vue la magie et la science appliquée, et qui les sépare toutes deux de ce que les siècles précédents appelaient sagesse. Pour les sages d'autrefois, le problème essentiel était d'amener l'âme à être en conformité avec la réalité, et les moyens d'y arriver étaient la connaissance, la maîtrise de soi et la vertu. Pour la magie comme pour la science appliquée, le problème est de soumettre la réalité à nos désirs, et les moyens d'y arriver sont des moyens techniques. Tous deux sont prêts, de plus, en employant ces moyens, à commettre des actions regardées jusque-là comme détestables et impies, par exemple déterrer et mutiler les morts. Si on compare le principal héros de l'ère nouvelle, Bacon, avec le Faust de Marlowe, la ressemblance est frappante. Pour certains critiques, Faust a soif de connaissances. En réalité, il en parle à peine. Ce n'est pas la vérité qu'il demande à ses démons, mais de l'or, des fusils et des femmes.
Tout ce qui se meut entre les pôles immobiles sera à ses ordres, et un bon magicien a la puissance d'un dieu. Dans le même esprit, Bacon condamne ceux qui font de la connaissance une fin en soi. C'est pour lui la traiter en maîtresse, par goût du plaisir, au lieu de la traiter en épouse pour en avoir une descendance. En fait, il s'agit avant tout d'étendre aussi loin que possible le pouvoir de l'homme. Bacon rejette la magie parce qu'elle ne réussit pas, mais il a le même but que le magicien. Chez Paracels, les deux personnages du magicien et du savant ne font qu'un. Sans doute ceux qui ont fondé la science moderne étaient-ils généralement ceux chez qui l'amour de la vérité l'emportait sur l'amour de la puissance. Dans tout mouvement où il y a du bon et du mauvais, l'efficacité vient de ce qu'il y a de bon et non de ce qu'il y a de mauvais. Mais la présence de mauvais éléments n'est pas sans effet sur l'orientation générale du mouvement. Ce serait sans doute aller trop loin que de dire que le mouvement scientifique moderne a été vicié dès l'origine. Mais je crois qu'on peut dire qu'il est né dans un voisinage malsain et à une heure de mauvais augure. Ces triomphes ont peut-être été trop rapides et trop chèrement payés. Il faudrait peut-être une remise en cause et quelque chose comme un repentir. Peut-on donc imaginer une nouvelle philosophie naturelle des sciences qui n'oublie jamais que l'objet naturel produit par l'analyse et l'abstraction n'est pas une réalité, qui tient toujours compte de son caractère de construction et qui corrige sans cesse l'abstraction de son point de vue? J'hésite beaucoup à parler ainsi, mais j'entends dire, par exemple, qu'il faudrait prendre davantage en considération la manière dont Goethe abordait la nature et que même Rudolf Steiner a peut-être vu quelque chose qui a échappé aux chercheurs orthodoxes. En tout cas, la science régénérée à laquelle je pense ne ferait même pas aux minéraux et aux plantes ce que la science contemporaine menace de faire aux hommes. En expliquant, elle n'ôterait pas tout sens à ce qu'elle explique. En parlant de partie, elle se souviendrait du tout. En étudiant le ça, elle ne perdrait pas de vue ce que Buber appelle la situation par rapport à un toit. L'analogie entre le Tao de l'homme et les instincts d'une espèce animale serait pour elle une nouvelle lumière jetée sur la réalité inconnue de l'instinct par la réalité connue intérieurement de la conscience, et non une réduction de la conscience à la catégorie de l'instinct. Ses partisans n'abuseraient pas des mots seulement et uniquement. En un mot, elle vaincrait la nature sans être en même temps vaincue par elle, et la connaissance ne lui coûterait pas la vie. Je demande peut-être l'impossible. Peut-être est-il dans la nature des choses que l'intelligence analytique soit toujours comme le basilic de la légende, qui tue ce qu'il voit et qui ne peut voir sans tuer. Mais si les scientifiques eux-mêmes ne peuvent arrêter le processus avant qu'ils n'atteignent la raison commune et qu'ils ne la tuent également, il faut que quelqu'un d'autre l'arrête. Ce que je redoute par-dessus tout, c'est qu'on me réponde que je ne suis qu'un obscurantiste de plus, et que cet obstacle peut être surmonté sans danger, comme tous ceux qu'on a déjà opposés au progrès de la science. Mais cette réponse manifeste la fatale propension de l'imagination moderne à penser de manière sérielle, à se laisser abuser par cette image d'un progrès linéaire infini qui hante si fort notre esprit. L'usage du nom nous est tellement familier que nous avons tendance à penser que tout doit toujours se passer comme dans la série des nombres, où chaque pas est éternellement le même que celui qui a précédé. Il faut vraiment se rappeler l'Irlandais et ses deux poils. Il y a des progressions où le dernier pas est sui generis, sans commune mesure avec les autres, et où aller jusqu'au bout revient à frapper de nullité toute la peine qu'on a prise jusque-là. Réduire le Tao à n'être qu'un produit de la nature est un pas de ce genre. Jusque-là, les explications du type de celles qui ôtent tout sens à ce qu'elles expliquent peuvent apporter quelque chose, même si elles coûtent cher. Mais on ne peut continuer à expliquer ainsi indéfiniment. C'est l'acte d'expliquer lui-même qui se videra de tout sens. On ne peut pas continuer indéfiniment à dissiper les illusions de l'apparence. Tout l'intérêt de cette opération est de voir ce qu'il y a derrière les apparences. Il est bon que les vitres soient transparentes, parce que la rue ou le jardin qu'on voit au travers ne le sont pas. Et si le jardin lui-même était transparent? On perd son temps à essayer de dissiper l'illusion des premiers principes. Si tout est illusion, alors tout est transparent. Mais un monde absolument transparent est un monde invisible. Percer tout à jour, c'est se retrouver dans la nuit. Fin. Merci de votre écoute. Si vous voulez que je dicte d'autres livres audio, abonnez-vous.